Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nouveau stream. Donc, stream de développement personnel. Alors, il y a eu un petit changement sur le nom de la chaîne. On est passé à Âme étoilée. Pourquoi? Parce que Âme étoilée, c'est le nom de l'association que j'ai créée avec trois amis. Et donc, cette chaîne va permettre de partager différents contenus en lien avec notre association. Donc, c'est une association d'art et de bien-être. Donc, en gros, on a différents types d'activités. On peut avoir par exemple des cercles de parole pour hommes, des cercles de parole pour femmes, des cercles mixtes. Il y a différentes activités artistiques, comme des ateliers de modèles vivantes, avec Léa qui est derrière en train de travailler. On peut avoir des soins énergétiques, des accompagnements euh, au développement personnel en général. On peut avoir aussi des constellations familiales. Voici les différents outils que l'on peut avoir au sein de notre association. Donc aujourd'hui, ça va être un petit stream sur, je pense, le sujet des relations, des différents types de relations. Et, euh, et donc en fait, on va essayer d'explorer ensemble les différents types de relations. Voilà. Donc j'avais déjà quelques idées en tête. Et alors excusez-moi, j'envoie un message. Hop. J'avais quelques idées en tête. J'ai demandé à une IA Gemini de me donner des informations complémentaires, de me donner d'autres idées. Voilà, donc je vais explorer différents types de relations. Je vais en même temps un petit peu prendre des notes à côté. Voilà, ça me permet de aussi de travailler sur le sujet pour moi et pour les coachings que je peux faire par la suite ou pour mes cercles de parole, parce que c'est un sujet assez important et intéressant et très récurrent sur les types de relations. C'est important d'interroger ça, parce que il peut y avoir plusieurs formes de relations qui peuvent être qui ont qui amènent certaines choses ou pas. Et c'est ça qui est intéressant d'interroger. Quel type de relation on développe avec les gens et, euh, et qu'est-ce que ça nous apporte et comment on peut modifier ces relations ou aller vers quelque chose qui est plus sain pour nous. Donc, alors, tac, 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 chat, tout va bien. Voilà, alors on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement. Alors, les relations. Type de relations. Bon, déjà, on peut parler de certaines relations. On parle par exemple de relations qui vont être des relations, parler des relations fusionnelles dans un premier temps. Donc, les relations fusionnelles, c'est une relation où il y a une forme de dépendance entre les personnes, une forme d'intensité émotionnelle et un besoin de présence de l'autre assez élevé. Euh, Alors, ce qui est intéressant dans les relations fusionnelles, c'est qu'elles créent un sentiment de sécurité. On va voir ça notamment dans les relations avec les parents, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant. Il y a des relations fusionnelles avec les parents qui existent en général. Et donc ça permet à l'individu de se construire dans un environnement sécurisé, qui le protège des dangers, qui le rassure. Et la problématique des relations fusionnelles, c'est qu'à un certain point, elles peuvent devenir un peu limitantes, hein. C'est-à-dire que ça peut empêcher l'individu d'aller vers l'extérieur, aller vers d'autres personnes. Voilà, en fait, c'est des relations qui peuvent isoler sur le long terme la personne, mais elles peuvent être utiles à certains moments de la vie pour se développer. Voilà, si là, c'est des choses à dire quand je parle, t'hésites pas. Alors, une relation fusionnelle, c'est l'idée qu'il y a deux personnes qui fusionnent. Donc, il se peut qu'à un moment donné, une bouffe l'autre. C'est-à-dire que toute la personnalité de l'une va s'adapter tellement à l'autre que sa personnalité va disparaître pour l'autre. Voilà, c'est le danger, le danger que peut avoir un couple fusionnel.
Si ça dure trop longtemps, et si c'est tout le temps, et si c'est... Voilà. Alors oui, effectivement, dans les relations fusionnelles, ce qui peut être problématique, c'est que euh, la définition de ce qui est bon ou pas bon, de ce qui est dangereux ou pas, et ce que doit faire ou pas la personne, dans une relation fusionnelle, bah, ça va définir la personne par rapport à l'autre. Et sauf que bah, les personnes sont en évolution constante et on peut pas forcément rester dans certains schémas de comportement, schémas de pensée. On a besoin des fois de faire évoluer nos valeurs ou nos pratiques. Donc c'est le danger de la relation fusionnelle. On peut parler aussi d'autres types de relations. On peut parler de relations complémentaires qui là, a priori, semblent quand même plus intéressantes. Alors, les relations complémentaires, c'est-à-dire que euh, dans ces relations-là, les personnes vont être différentes, mais elles vont avoir des comportements, des attributs, des caractères compléter, qui vont se compléter, qui vont permettre d'avoir un certain équilibre. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un dans la relation va avoir plus de facilité à aller vers l'extérieur et que l'autre va avoir plus de facilité à comprendre les ressentis. Et donc l'un peut permettre à l'autre d'aller explorer un champ du développement de soi et l'autre va lui apporter un autre champ du développement de soi. Euh, donc ça peut être les relations de complémentarité peuvent être très intéressantes, elles permettent l'évolution. Euh, mais on est aussi dans un risque peut-être d'aller dans une forme d'interdépendance, de codépendance entre les individus. C'est-à-dire que eh ben, sans l'autre, je ne peux pas me déployer dans un aspect de ma vie parce que c'est lui qui m'apporte la capacité de. Et là, ça peut devenir aussi problématique sur le long terme. C'est-à-dire qu'au final, on n'arrive pas à développer vraiment de nouvelles compétences sociales, par exemple, parce que l'autre le fait si bien et nous aide si bien à le faire qu'au final, on n'arrive pas à être autonome sur ces activités-là. Donc intéressant les relations complémentaires, mais encore et comme toujours, attention à voir à la limite que ça n'aille pas trop loin, que ce soit pas uniquement tendu vers ça, quoi. C'est-à-dire que voilà. Hein, complémentaire. Ouais, t'es d'accord? Tout à fait. Ok, bah on est bon. Hop. Donc je vais prendre des petites notes peut-être. Alors je vais poser mon micro un instant. J'essaie de pas trop faire de bruit. Hop. Donc on a vu les relations fusionnelles. Donc on a dit les relations fusionnelles, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans le développement. Je pense que c'est bien dans le développement primaire, donc vraiment dans les premières années de la vie, les 10-20 premières années, c'est assez intéressant, c'est vraiment sécurisant. Ça, c'est l'aspect positif. C'est sécurisant, mais ça peut être limitant. Dans les relations, comme on a dit, complémentaires, donc c'est intéressant parce que ça permet une forme d'évolution, mais ça peut engendrer aussi une forme de dépendance. Parce que dépendance, c'est-à-dire que ça va limiter l'autonomie. L'idée, c'est quand même de se développer et d'acquérir des nouvelles compétences sociales ou autres, et de les développer, quoi. Enfin, de les acquérir, qu'elles soient en nous, quoi. Et pas juste toujours motivé ou aidé par les autres. Euh, il y a d'autres formes, il y a plein de formes de relations, on va en explorer quelques-unes, hein. C'est pas une typologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quatre grands types de relations, et il n'y a que celle-là, et il n'y a que ces formes-là. Voilà, on est dans une exploration là, donc on ne fera pas une typologie. Voilà, typologie, voilà, comme je vous l'ai dit. Donc on va tester différents termes.
Ce que je peux voir moi ici, c'est qu'il peut y avoir d'autres types de relations comme les relations d'admiration. Alors les relations d'admiration, euh, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va avoir une certaine compétence et on va trouver ça juste incroyable que la personne ait cette compétence-là. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous fasciner, dire waouh, incroyable, cette personne est incroyable, elle est capable de faire ça. Euh, c'est fou, moi j'y arrive pas. Et je veux être près de la personne pour peut-être m'en inspirer. C'est là que ça peut être intéressant, c'est-à-dire que on va s'inspirer, mais pas se dire, c'est là où est le danger, de se dire ah ouais, c'est quelque chose d'inatteignable, c'est que cette personne-là a un talent fou et, euh, et moi je ne fais que observer et voir la puissance de cette personne-là. C'est problématique parce qu'on va mettre sa personne sur un piédestal et on va pas la remettre en question, on va pas remettre en question peut-être le reste de ses autres comportements qui sont eux pas si incroyables que ça. Et donc on va dire oh, tout est bien, tout est parfait et on va croire et suivre au final bêtement la personne et ce qu'elle nous dit. Cependant, la relation d'admiration, elle peut être assez intéressante dans des formes par exemple de mentorat, hein, par exemple dans l'enseignement, à l'école, si on est en études supérieures, on peut avoir un enseignant qui est vraiment qu'on trouve très fort dans son domaine, et donc du coup, bah, effectivement, on va passer plus de temps à l'écouter que lui va nous écouter, puisqu'on est en train vraiment d'essayer d'absorber sa manière de penser, ses réflexions, ses références littéraires, je ne sais quoi. Et là, dans un cadre de travail, d'apprentissage, une relation d'admiration ou de mentorat ou des choses comme ça peuvent être intéressantes. Bien limitées dans le cadre dans lequel on veut le mettre et pas dire waouh, et pas être dans une admiration folle. Voilà, un truc, pas être dans cette forme-là de relation un peu gourou, on pourrait dire même aussi. Voilà. C'est-à-dire que pour apprendre, il faut apprendre aussi à travers les autres. Dans la limite de l'autonomie de pensée, c'est-à-dire qu'on a un droit de remettre en question tout ce qu'on nous dit, il est nécessaire de remettre en question tout ce qu'on nous dit, et on a la capacité de tous de dire ça, ça me convient, ça me convient pas. Un petit peu un objectif. C'est important de garder ça en tête, quoi. Personne n'a la science infuse, c'est pas possible. Donc les relations d'admiration peuvent être assez intéressantes lorsqu'elles sont maîtrisées. Hum. Il peut y avoir des relations qui sont clairement pas ouf. Parler des relations toxiques. N'hésite pas, Léa, quand t'as un truc à dire, bien sûr. Les relations toxiques, c'est des relations dans lesquelles il y a notamment beaucoup de manipulation. Des relations qui vont être destructrices pour l'individu. Où il y a des formes de manipulation qui vont être d'ordre notamment émotionnel. Par exemple, ces trucs-là, les manipulateurs, en général, ils te font un compliment, puis après ils te cassent, puis ils te font croire, par exemple, que t'es pas capable de faire telle ou telle chose, et qu'il y a que en sa présence que tu es capable de faire quelque chose, et que sans toi, sans lui, tu n'es rien. C'est des formes de relations toxiques. Euh, et c'est vraiment beaucoup de jeux émotionnels, psychiques. C'est une intensité en général, c'est des relations qui sont très intenses sur ces aspects-là. Et c'est là où est le signal d'alerte. En fait, dans une relation classique, courante, et dans toutes les autres relations dont on a parlé, on n'est pas dans une intensité, forcément. Il peut y avoir des montées d'émotions, ce qui est normal dans toute relation, mais l'intensité et la fréquence élevée des émotions positives, et négatives, alors il n'y a pas d'émotions positives et négatives, mais en tout cas, voilà, de sentir bien, puis se sentir mal, se sentir bien, se sentir mal, de se poser plein de questions, ne pas avoir de réponse à ces questions-là, il y a clairement quelque chose qui n'est pas bien, qui n'est pas bon. Ouais. Très très bien dit. Et après, les relations toxiques, c'est pas que de la manipulation.
Les relations toxiques, c'est pas que de la manipulation, ça peut être. euh, Ah, j'ai perdu ma phrase. Ça peut être. Ouais. Ouais. Non, mais t'es pas d'accord avec moi, il y a d'autres relations Je t'écoute. toxiques. Je t'écoute, je C'est t'écoute. pas que la manipulation, ça peut être par exemple. Bah, tout simplement de ne pas se remettre en question dans le couple et ne pas parler, laisser les non-dits se cumuler et les conflits se cumuler. Tout ça, ça peut créer du coup une situation toxique. Parce qu'elle va finir par étouffer la communication, étouffer le bien-être, étouffer les émotions et étouffer la sécurité du couple. Quand on parle de couple. Parce que ça peut être tout type de relation. Même tout type de relation en fait, même dans une amitié, ça fonctionne. Une amitié toxique, il y a il y a la manipulation quand on fait tout pour une personne et qu'elle nous reproche dès qu'on ne fait pas quelque chose de bien ou quand elle nous reproche quelque chose que elle a fait, mais elle retourne la situation. Il y a beaucoup de retournements de situation dans la manipulation aussi. Et aussi des bombardements, comme on disait, des fortes doses. Il y a les bombardements d'amour, surtout en début de relation, que ce soit amical ou relation de couple. Les bombardements d'amour, donc, ou bomber love, comme on dit, en fait, c'est la personne qui va mettre plein d'amour dans la relation très rapidement. euh, et qui va du coup combler et voire surcombler tout un manque affectif qu'on peut avoir. Tout le monde a besoin d'affection et d'amour. Et le bombardement d'amour, c'est vraiment beaucoup d'amour dès le début. Donc ça c'est toxique, ça c'est manipulation. Et, et comme je disais, amicalement, on peut avoir aussi le non-retour et pareil les non-dits et tout ce qu'on a dit précédemment. Ok. Euh, Ok, je suis d'accord. Ouais, effectivement. Oui, je suis d'accord. Excusez-moi. je- Tac. Oui. Ouais, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur il peut y avoir des situations toxiques. En tout cas, il peut y avoir des. Par exemple, comme tu parlais de l'accumulation des non-dits, les Mm, tabous. oui. En fait, dès qu'il y a une fermeture de la communication entre les personnes, dès qu'on ne dit pas ce qu'on pense, ou au moins qu'on n'essaye pas de le dire d'une manière à peu près correcte sans blesser l'autre, et qu'on garde pour soi parce qu'on veut éviter le conflit, ou éviter le débat parce que on a la flemme, ça c'est généralement pas ouf, hein. C'est-à-dire que le conflit, il est logique et il est normal dans toutes les relations parce que on peut pas tous être d'accord absolument sur tout ce qu'on pense, quoi. Et c'est important dans la relation qu'il y ait du débat, dans toutes les relations qu'il y ait du débat, parce que c'est le débat qui va qui va faire évoluer notre point de vue, et faire évoluer notre point de vue, bah, c'est ce qu'on souhaite, parce que c'est souvent des jugements, des préjugés sur les choses, sur la vie, sur les autres, qui vont faire Mm. qu'on va se sentir mal. Et donc, du coup, parler avec les autres, se confronter notre pensée, nous permet de grandir et de remettre en question des choses. Ce qu'il faut éviter lorsqu'il y a de la communication, ça va être la violence, ça va être le jugement, ça va être la critique pure, sans argument, sans réflexion, sans débat. Ça va être juste des jets d'idées de tuer comme ça. Voilà, on parle du tu qui tue à chaque fois qu'on désigne l'autre dans sa pratique comme étant une mauvaise pratique. Il y a une forme d'agressivité qui transparaît. Donc on essaye au maximum dans les relations d'être dans une forme de douceur, une forme de tolérance et d'empathie avec l'autre. Voilà, on cherche juste à se faire comprendre. C'est pas un combat en fait, hein. On n'est pas dans un combat d'idées, on est juste dans un échange d'idées,
une réflexion commune, voilà. Mais il faut chercher toujours à maintenir cette douceur dans les relations pour que ça se passe bien, quoi. Faut pas toujours se mettre sur la tronche pour imposer notre point de vue. C'est à éviter quand même. Et aussi, autre situation de relation toxique, c'est quand il y a une énorme différence entre ce qu'on attend d'une relation, que ce soit couple ou amicale, et quand il y a une différence avec la réalité. Quand il y a une énorme différence, quand par exemple, quand on parle d'être amoureuse ou amoureux du potentiel de l'autre, ça arrive souvent aux personnes super empathiques, hyper empathiques, qui vont voir le potentiel de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle peut être plus tard, euh, les choses éventuelles qu'elle peut être, et, et ce qui peut être compliqué, c'est de réussir dans ce potentiel qu'on voit, de réussir à revenir dans la réalité et voir ce que la personne euh, peut faire à ce moment-là et qui elle est au moment présent. Pourquoi? Parce que si on est tout le temps dans le potentiel, dans ce qu'elle pourrait être au futur, on n'est pas dans quelque chose de présent et du coup on va tout le temps être dans une attente et dans une projection qui n'est pas la réalité, qui ne va pas correspondre à la personne, ça va lui mettre une énorme pression à la personne d'en face. Soit même nous, on va être tout le temps déçus parce qu'on va tout le temps penser il aurait pu être comme ça, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça, au lieu de ce que là, il ou elle a fait. Voilà, et on peut passer à côté de... on peut passer à côté de choses présentes, donc des, euh, de la communication d'amour par des gestes ou par des cadeaux, parce qu'on pense que la personne euh, fait ça plutôt en parlant, alors que actuellement elle ne peut pas communiquer en parlant, elle communique en cadeau ou en intention. Et ça, voir le potentiel ou le futur, bah, ça permet pas de voir ce qui est actuel. Et on revient au truc de communication qui permet de tout mettre au présent. Effectivement, lorsque tu parles de potentiel, on peut percevoir le potentiel de quelqu'un et se dire, ah, cette personne-là a de quoi devenir la personne idéale pour moi. Sauf qu'on ne maîtrise pas l'évolution d'une personne. C'est pas quelque chose que l'on construit. On n'est pas en train de rajouter des briques à une maison. On n'est pas en train de construire quoi que ce soit. C'est ça. On est en train d'évoluer avec une autre personne, avec une incertitude qui est réelle. On peut pas on peut pas se donner cette impression toujours de maîtrise, de contrôle de l'autre. Et puis, pourquoi souvent on fait ça? Parce que ça va un peu nourrir notre ego. On va se sentir un peu fort, un peu impactant. Et ça, c'est pas ouf. Je sais pas comment te dire, mais hmm, en fait, voilà, et on peut avoir un petit peu ce syndrome-là du sauveur. Il y a une personne qui est pas ouf, mais qui est quand même un petit peu gentil dans le fond, ou qui a des bonnes idées. Et on va dire, bah tiens, lui, on va le sortir de sa situation, on va le sortir de son état social ou psychologique, et nous, moi, avec ma force, je vais le pousser. Tout ça pourquoi? Pour rassurer son petit ego, pour se dire qu'on maîtrise, qu'on sait, qu'on connaît la vie. Mais franchement, on maîtrise rien, on maîtrise pas grand-chose. En tout cas, c'est pas nous, d'un seul sens, qui transformons la personne. Effectivement, il y a un potentiel chez chacun, mais c'est une évolution, c'est une coévolution. C'est-à-dire que nous aussi, il faut qu'on évolue. C'est-à-dire que justement, cette idée-là de je peux faire grandir l'autre, moi, eh ben non, c'est faux. Enfin, c'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est pas dans ce sens, c'est pas uniquement dans ce sens-là. Si l'autre grandit, bah toi aussi, tu vas grandir en fait. Et il n'y a pas genre un. Parce que ça crée une forme de domination en fait, de sauver l'autre. Peut-être de voir son potentiel et de travailler sur le potentiel de l'autre. C'est une forme de domination, c'est-à-dire que l'autre est la petite personne et cette petite plante qu'on arrose chaque jour pour qu'elle pousse et qu'elle ait de belles fleurs. Ah non, non. Ça reste une relation de domination et qui n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que soi-même,
on doit s'inspirer de l'autre. Peut-être que, euh, je sais rien, mais en tout cas, c'est pas ouf, quoi. Mais non, mais de toute façon, t'as dit la plupart des choses et je suis totalement d'accord, hein, de toute façon. Je voulais dire une chose que je ne me souviens plus. Ça reviendra plus tard sur moi. Voilà, ce potentiel-là, qui n'est pas dans le présent. Alors, qui n'est pas dans le présent, et donc du coup, si on n'est pas dans le présent, qu'on est dans un futur, il peut avoir aussi, du coup, aussi une perception un peu biaisée de l'autre personne, où on va le juger sur uniquement son passé, sur son histoire, sur ses échecs, ses erreurs, et qu'on le cantonne à cette image-là passée que l'on a construite de lui auparavant. Et on lui laisse pas la marge de changement. Dire, ah bah, de toute façon, il est comme ça, hein. Il changera pas, hein. On sait très bien qu'il agira de telle ou telle manière. Et on laisse aucune marge de changement et de potentielle évolution de l'autre, alors qu'on n'en sait rien où en est l'autre dans son évolution. Peut-être que justement, il arrive au moment où il va se remettre en question, où il a vécu quelque chose d'important qui lui fait ouvrir les yeux sur une situation. Il faut laisser aussi cette chance à l'autre d'agir différemment. Et pour que l'autre agisse différemment, il faut soi-même aussi agir différemment. Pourquoi ce serait toujours nous qui sache, c'est nous pourquoi ce serait toujours moi qui saurais ce que l'autre a besoin? Peut-être que l'autre aussi, il a une idée de ce qu'il a besoin pour lui. Peut-être que l'autre aussi, il a des choses à me dire à moi sur comment moi je pourrais évoluer. Et donc, de faire un équilibre des postures, pas toujours être dans cette position-là de moi je sais ce qui est bon pour toi, je sais qui tu es, que ce soit la pression qu'on met pour qu'il aille vers quelque chose dans le futur, ou cette fermeture de tuer comme ça par rapport à ton passé. C'est-à-dire laisser la place à l'inconnu, laisser la place à la nouveauté, essayer de nouvelles postures aussi, ne pas être tous les jours le même, toujours dans la même position, essayer des variétés d'identité, de changer de comportement en fait. Ce n'est pas le comportement qui définit qui on est. On n'est pas notre comportement. Donc on peut en changer, on peut tester d'autres choses. L'identité, le qui je suis, quelque chose de bien plus large et bien plus complexe. C'est pas parce que je tiens pas mon image de quelqu'un de dur ou de quelqu'un de bienveillant ou de quelqu'un je sais pas, d'aimant comme ça. On peut changer de posture, on peut changer de regard, ça ne nous définit pas. Et il faut essayer ces nouvelles postures-là parce que c'est ça qui va apporter la diversité de qui on est. N'est-ce pas? Ouais. Et un autre exemple de Oui. relation toxique, c'est quand on se sous-estime. Quand on se sous-estime et qu'on ne s'aime pas, on a tendance à accepter des autres plein de choses hors de nos limites. Il y a beaucoup ce conditionnement pour le genre féminin, enfin le sexe féminin, de devoir plaire. Et du coup, dès qu'on plaît, on a l'impression, on a ce truc de réussite, ce sentiment de réussite dès qu'on plaît. Et souvent, il peut nous suffire parce que nous suffire dans la forme, mais au fond, ça ne nous suffit pas. Parce que juste plaire, c'est pas ce qui va fonder la relation. Mais ce sentiment de réussite quand on plaît, il est très très fort. Moi-même, je l'avais énormément avant. Et on a l'impression que ça suffit, que juste plaire, ça suffit pour faire une relation. Et en fait, nos propres critères et nos limites sont très 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 importants. Mais quand je parle de critères, je ne parle pas de superficialité. Je parle pas juste il faut qu'il fasse du sport, il faut qu'il soit beau. Non. Par exemple, euh, une forme d'intelligence, je sais pas, l'intelligence émotionnelle, de l'empathie. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, j'ai besoin de quelqu'un qui soit empathique, par exemple, ou, euh, ou autre. Pourquoi empathique? Quand on est très sensible, c'est parce que ça permet à l'autre de comprendre euh, toute la richesse de l'émotion. Alors que quelqu'un qui n'a pas d'empathie, dont les émotions des autres l'épuisent,
ben, ça ira pas d'être avec quelqu'un de très émotionnel. Ça ne colle pas. Il y a des choses, il y a des caractères qui ne vont pas ensemble, qui ne peuvent pas, qui sont toujours en contraire. Je me suis mise avec quelqu'un de antipathique. C'est comme ça qu'on dit quelqu'un qui n'est pas en pâte, en fait. Oui, non, oui, normalement, oui, c'est à peu près Et ça, le ouais. truc, c'est que c'est de l'incompréhension tout le temps totale et de la frustration et tout le temps de l'énervement parce que la personne ne supporte pas les émotions, les grosses émotions. Et en tant que personne avec beaucoup d'émotions, ben, je comprenais pas qu'on pouvait pas me comprendre et je me sentais isolée. Voilà. C'est ça la différence qu'il peut avoir quand on n'a pas quand on se met pas des limites et des critères. C'est un exemple hein, parmi dans d'autres. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être stimulé intellectuellement, sinon vous ennuyez très vite, bah, pour pas reprocher à la personne de vous ennuyer dans le couple, ce serait bien de choisir une personne qui a un intellectuel assez proche du vôtre. Enfin, un intellectuel proche du vôtre dans le sens qui vous stimule, que les deux se stimulent. Alors, effectivement, ce qui permet d'avoir des relations un peu solides, ce sont les valeurs communes. En fait, d'avoir des valeurs proches ou les mêmes. Par exemple, le fait d'être solidaire, être, je sais pas, écologiste, tu vois. Ouais. Les valeurs communes. Voilà, aider l'autre, être gentil, être à l'écoute, ou alors ne pas se laisser faire. Ça peut être d'autres choses, hein. Il y a plein de valeurs possibles. Ce qui compte, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Ça permet d'avoir une base sur laquelle on peut du coup, en dessous des valeurs, il y a les pratiques. Et d'avoir les mêmes valeurs permet d'avoir des comportements qui vont aller dans le même sens, qu'on soit d'accord sur la marche à suivre des comportements au quotidien. Et c'est là où effectivement la communication dans les relations est importante parce qu'on ajuste nos valeurs, on essaye de- d'échanger, de convaincre l'autre que la valeur qu'on porte est la bonne et peut-être qu'en fait cette qu'on porte elle est pas bonne. Voilà. En tout cas, il y a des discussions à avoir sur qu'est-ce qui est important ou pas dans la vie pour l'un et pour l'autre. Et quand on a des valeurs communes, ça marche plutôt bien. Alors, notamment dans le couple, c'est important d'avoir une base commune, des valeurs communes, mais c'est aussi important d'avoir une forme de diversité dans le couple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être identique. Être dans l'identique, être avec un copier-coller de soi, c'est cool au début, mais on s'ennuie très vite parce que ce qui est intéressant dans une relation, c'est l'apport et c'est ce que peut apporter l'autre pour enrichir cette relation-là. Donc avoir des valeurs communes, mais en même temps avoir des activités différentes, avoir des points de vue différents sur d'autres sujets, avoir une diversité d'ordre social, économique, culturel, religieux, politique. Toutes ces diversités-là peuvent enrichir le couple, enrichir la réflexion des individus dans le couple, dans la relation même. Mais avoir des valeurs communes, ça aide toujours et c'est important de se poser la question de ces valeurs-là et de bien vérifier qu'on est avec des gens qui nous correspondent et pas des gens totalement à l'opposé de nous sur comment on se positionne par rapport aux autres, par rapport à soi, par rapport au monde. Mhm. Euh, oui, et aussi, quand on a l'impression de jamais trouver la personne idéale, euh, parce qu'il peut y avoir aussi ce truc de on a trop de critères, plein de critères pour savoir quand on a trop, enfin trop. C'est une estimation, dans le sens, c'est pas vraiment trop. C'est que, en fait, euh, quand on a des critères et qu'on trouve jamais des personnes qui ont tous ces critères, c'est peut-être parce que ces critères ne sont pas pour l'autre personne, mais pour vous-même. Donc l'idée, c'est des fois se dire avec qui j'aimerais être en couple. Est-ce que j'aimerais pas être du coup en couple avec moi et devenir la personne avec qui j'aimerais être en couple. C'est-à-dire prendre tous vos critères et essayer de vous l'adapter à vous. Par exemple, sportif.
le critère sportif, peut-être que c'est vous qui voulez devenir sportif et pas forcément que ce soit l'autre. Voilà. Accepter la différence, accepter que l'autre ne va pas vous suivre partout dans tout ce que vous faites Mm. et qu'il est peut-être pas que l'autre n'aime pas forcément ce que vous faites. Il faut comme que l'autre accepte vos choix, mais on n'est pas obligé d'être à 100% en train de tout partager. Puis même au contraire, quel intérêt si on partage tout à 100% de nos vies, en fait on n'a plus grand-chose à se raconter puisqu'on a vécu les mêmes choses. Pas trop d'intérêt, on s'ennuie très vite. Alors que si chacun a dans sa vie des petites activités qui lui sont propres, et ben lorsque les deux personnes se revoient, il y a plein de choses à se dire, il y a plein de choses à réfléchir, on peut repartager les plaisirs, les bons moments. Parce que le bonheur, c'est ça aussi, c'est plus on partage et on repartage nos plaisirs, bah en fait on prend encore du plaisir. Et en même temps, et par contre, sur nos souffrances, ce qui est intéressant, c'est que plus on partage nos souffrances, plus doucement les souffrances s'amenuisent, se réduisent, s'intègrent à qui on est. Donc le partage est toujours positif parce que ça renforce le positif et ça réduit le négatif. Partager, communiquer, échanger avec les autres, tisser des relations de bonne qualité comme on vient de parler des différents types de relations, se questionner, est-ce que les relations qu'on a établies sont de bonne qualité pour nous, pour pouvoir nous-mêmes évoluer et s'entraider avec les autres à s'entraider à entretenir notre petit bonheur, notre bien-être. Comme j'ai dit, dans le partage des plaisirs et dans le partage des mauvais moments aussi. Et ça, quand on a des bonnes relations, ça peut bien se faire, ça peut être fluide. Et voilà, aussi, il y a une diversité des relations qui est importante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de tous les sujets avec tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont être plus aptes à nous écouter sur certains sujets que d'autres. Et donc, on ne va pas parler aux gens qui ne sont pas capables de nous écouter sur certains sujets. On va parler plutôt à ceux qui ont une bonne posture, une bonne réaction face à ces sujets-là pour nous. Ça paraît logique, mais c'est important. On ne peut pas attendre le soutien d'une personne qui n'est pas capable de nous le donner. C'est pas grave en fait. Allons vers d'autres personnes qui peuvent nous donner le soutien dont on a besoin pour évoluer. Voilà. À que dire. Relations, diversité, voilà, hein, des choses comme ça. Je sais pas, il y a plein de choses. Bon, on a dit plein de choses, mais bon, voilà, on essaye un petit peu, voilà, ensemble de réfléchir sur les types de relations, sur comment avoir des relations de qualité, comme je disais. Et voilà, hein. Je pense qu'on a fait un tour assez intéressant. Hmm, Bah, un sujet, on peut toujours s'attarder, c'est la manipulation, hein. C'est très long comme sujet, hein. c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est intéressant là, actuellement? Je ne sais pas. C'est comme tu veux, si tu as envie, bien sûr. Bon, après, sinon, Hmm, je pense qu'on en dit pas mal de choses hein, sur comment avoir des bonnes relations avec les autres. Qu'est-ce qu'on aurait pu oublier? à un moment, on a parlé. Oui, peut-être insister parce qu'on l'a sous-entendu, mais on l'a pas dit. Insister sur le fait de construire sa propre définition du couple. C'est-à-dire qu'on est sur beaucoup de stéréotypes du Hmm, couple. On est construit on l'avait déjà dit une fois, mais on est construit avec beaucoup d'idées de ce qu'est un couple. Même c'est sous-entendu là qu'on dit ah si la personne ne fait pas ça c'est qu'elle m'aime pas ou si elle fait pas ça c'est qu'elle pense jamais à moi. Par exemple les messages tous les jours, ce n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous envoie des messages tous les jours c'est qu'elle vous aime. Et si elle vous envoie pas tous les jours c'est qu'elle vous aime pas. Faut demander pourquoi et comment et pourquoi ta limite. Comment ça se fait que tu n'aimes pas envoyer des messages. Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. C'est juste peut-être que la personne n'aime pas envoyer des messages tous les jours. Elle fait ça avec tout le monde. Voilà.
Et pareil que d'obliger la personne d'envoyer des messages tous les jours parce que c'est comme ça et pas autrement dans un couple, bah c'est pas possible parce que si la personne elle peut pas, elle ne peut pas. Si c'est pas son truc. Voilà. Donc, un comportement qui, pour une personne, veut dire A, pour l'autre personne, ça peut vouloir dire B. Et donc, du coup, euh, ne pas envoyer de message, ça peut dire, bah en fait, je t'aime pas tant que ça. Et pour l'autre, ça veut juste dire, bah je te laisse ton moment à toi, dans ton coin, pour que tu te sentes bien, et que tu aies ton expérience individuelle dans ton coin. Ça peut être un signe d'amour comme de rejet, mais ça dépend de la personne de l'interprétation qu'ont l'un et l'autre de ce comportement-là. Et on peut du coup se tromper. On peut imaginer que l'autre se comporte de la manière dont on interprète ça. C'est pas la réalité peut-être de l'autre personne. C'est là encore que la communication est importante. Pourquoi toi, ce comportement-là, tu le fais? Pourquoi tu le fais pas? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? En quoi c'est important? En quoi ça ne l'est pas? Et pas présupposer. C'est le présupposer. C'est ça. C'est de se dire je sais ce que l'autre fait, je sais ce que l'autre pense, je sais pourquoi il le fait, qui fait qu'on se retrouve dans des situations qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas basées sur la réalité, mais basées sur des projections de l'esprit, qui ne sont liées qu'à l'imaginaire et pas à la réalité de ce que l'autre veut exprimer, de ce que l'autre essaye de nous montrer. Donc encore le tabou et la limite, et la grande limite, dire ah non, je peux pas lui parler de ça, il va mal le prendre. Encore, on est sur de la projection. C'est des projections qui nous limitent, qui nous créent d'autres projections. Donc, parler, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de prendre ce risque-là, peut-être, de brusquer l'autre, ou de soi-même se mettre dans une situation où on passerait pour quelqu'un de bizarre ou autre. Ne pas avoir peur. Il vaut mieux prendre ce risque de mettre les sujets sur la table que de laisser les sujets traîner et que des frustrations se cumulent dans le temps jusqu'au jour où ça va péter et où la relation va juste se détruire à cause du silence qu'il y a eu entre les individus et à cause de la gêne et du tabou. Donc on parle, on met les choses sur la table et on y va. On travaille les relations. La relation, c'est un travail permanent. C'est pas une évidence en fait. C'est pas genre ah bah lui cette personne-là n'est pas une personne faite pour moi. Je veux pas que ce soit mon ami, je veux pas que ce soit mon copain parce qu'il me correspond pas. C'est trop facile en fait. Les relations ça se construit et l'amour c'est ça, c'est de dire ok on va essayer ensemble de construire une relation qui va nous faire du bien à l'un et à l'autre. Ça c'est de l'amour. L'amour c'est pas le coup de foudre, c'est pas mon âme sœur. Ça, c'est des bêtises. L'homme est tellement complexe, l'humain est tellement complexe qu'il ne peut pas y avoir d'accord parfait. Il y a toujours une recherche, une construction des solidarités entre les individus. Et sans ces solidarités-là, on n'évolue pas. On a besoin de tisser des liens avec les autres. C'est essentiel. On est des êtres sociaux. On n'est pas des êtres solitaires. Non. On est des êtres sociaux. On crée des groupes, on crée des ensembles, on s'attache à des personnes, on avance avec des personnes, on fait des projets avec des gens. La vie, c'est ça. Et on partage. C'est le partage qui va rendre la vie agréable. Pas le fait d'avoir tout pour soi, dans son coin, enfermé comme ça. Ça, c'est pas très agréable. S'ouvrir au plaisir, exprimer aussi ses souffrances. Voilà, aussi sur une question d'équilibre des relations, on parlait tout à l'heure il peut avoir ce truc-là du sauveur, celui qui est toujours là en train de conseiller l'autre, ou quoi que ce soit, de lui dire ce qui est bon ou pas bon pour lui. Il y a différentes postures, hein. Déjà, il y a une différence entre l'écoute et le conseil, hein. C'est-à-dire que des fois, les gens ont juste besoin de d'épancher leur souffrance, d'exprimer leur souffrance. On demande pas, on n'a pas forcément besoin que l'autre nous dise quoi faire, ou ce qui est bon, ou ce qui est pas bon. J'ai besoin parfois d'exprimer. Des fois, on a besoin d'être un peu guidé, qu'on nous donne des hypothèses, des astuces, des pistes de réflexion. Des fois, on a besoin de ça. Et des fois, ni l'un ni l'autre, hein. Des fois, ni l'écoute ni le conseil ne sont
utile. Des fois, la personne a besoin de faire son expérience dans son coin et d'aller vivre des choses, expérimenter. Et ça, malheureusement, ça ne prend pas. L'autre ne peut parfois rien faire, ne peut pas faire à la place, n'a pas forcément de rôle à jouer pour que la personne évolue dans son chemin. Des fois, juste dire ok, bah, vas-y, fais ton expérience. Et je pense notamment par exemple aux relations parents-enfants, hein. Souvent les parents veulent toujours dire ce qui est bon. Des fois ils vont être dans une douceur, dans une écoute. Mais des fois simplement juste vis ta vie, fais tes expériences. Toi mon enfant, va faire ton expérience, tu verras par toi-même, tu apprendras par toi-même. Et de pas être dans cette dépendance-là toujours de... Voilà, en fait on peut pas transmettre à l'autre l'expérience brute. On peut pas dire moi j'ai vécu ça, du coup je te dis comment il faut faire, et toi du coup t'as pas besoin de faire cette expérience-là et tu veux juste passer à l'étape d'après. Ben, ce serait trop facile en fait. On a tous besoin de passer par l'expérience, par le vécu pour penser profondément les choses, pour développer sa propre sagesse sur les différents aspects de la vie. On a besoin de vivre les choses pour qu'elles s'ancrent en nous. On peut pas juste récolter la connaissance chez les autres. Ce qu'on peut récolter, c'est des idées, c'est des hypothèses, c'est des réflexions. Mais l'expérience, on peut pas la transmettre directement. Voilà, je pense qu'on a parlé de relations et d'un peu plus. Mm. Je pense que c'est assez intéressant. Hum, Donc, je pense qu'on va conclure, sachant qu'il n'y a pas grand monde sur le stream, donc on va pas forcer. Mm. Donc, s'il y a des personnes qui... Je fais une petite annonce au cas où qu'il y aurait des spectateurs invisibles, ce qui est possible. S'il y a des spectateurs invisibles qui auraient envie de poser des questions de développement personnel en général, hein, donc que ce soit sur les relations, mais comme sur d'autres sujets comme les émotions, le travail, la famille, l'éducation, la parentalité, la retraite, les différentes étapes de la vie, les différents endroits où on sent qu'on n'a pas les solutions, le développement personnel en général, hein, tout ce qui prête à aller vers un mieux-être, un bien-être, vers cette recherche du bonheur, cette recherche de sens, eh bien vous pouvez poser vos questions. Voilà, donc cette vidéo, le replay ira sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch. Nous avons aussi un Facebook Âme étoilée, comme le Twitch ou comme le YouTube, c'est Âme étoilée. À savoir qu'on est sur Nice, donc si vous voulez passer nous voir pour différents ateliers, différentes activités, bah déjà rejoignez-nous sur Facebook, envoyez-nous un mail, un petit message et on se contactera, on verra ce que l'on peut vous proposer. Donc merci à tous, je vous souhaite une bonne journée